On met un jingle? Ouais, allez, on met un jingle. On s'envoie un petit jingle dans les oreilles. Et voilà, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés sont en train de s'installer. Le président Claude Berthelot n'est pas encore là. Attendez, excusez-moi. Je rafraîchis quand même la vidéo parce que j'ai peur d'être en avance sur vous. Non, ça devrait aller. Formidablement bien. Petit jingle qui réveille à chaque fois et qui annonce le début de la séance. Ah, j'étais pas prêt pour la Corée tectonique. Ah merde, excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir. Ah mais non, c'est le jingle des QAG qu'on aurait dû mettre. Mais merde, on a oublié. Excusez-nous, pardon, on a fait le filage technique ce matin, on a complètement zappé. Il y a un jingle des QAG qu'on n'a pas aujourd'hui. Je suis désolé. On mettra demain, promis, juré, craché. Ouais, c'était le mauvais jingle. Ouais, non, j'ai remarqué. La technique est pro. Ah non, mais la technique est incroyable, mais ça vous commencez à le savoir. Vous connaissez Acropolis. On est carré. Est-ce que le site nosdéputés.fr a mis à jour le nom des ministres du gouvernement Cazeneuve? Non, Théo. Parce que la raison est très simple, c'est que c'est pas à nosdéputés.fr de le faire, c'est à moi de le faire. J'ai complètement oublié, t'as raison. Il y a eu un remaniement depuis la dernière fois qu'on a fait les questions au gouvernement et j'ai oublié de changer les noms des députés et des ministres, mais ah merde, j'ai oublié de le faire. Bon, faut que je le rajoute sur la to-do list. Bartho arrive dans la place. Voilà, Claude Berthelot, le président de l'Assemblée nationale, qui vient de s'installer au-dessus de moi. Ah non, j'ai la main qui est bouffée par l'écran. Claude Berthelot qui vient de s'installer au Perchoir. Je rappelle que le bureau du président de l'Assemblée nationale s'appelle le Perchoir, c'est son petit surnom. Et qui va commencer bientôt l'ouverture de la séance. Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. On est en place. L'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Dominique Orliac. Dominique Orliac, la première députée, qui va inaugurer cette séance de questions au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, grâce au travail mené par vos services en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles, la réforme des zones défavorisées a connu une évolution significative depuis la première carte des zones soumises à des contraintes naturelles et qui a été rendue le 23 septembre. Ainsi, dans le département du Lot, une grande partie des communes, dont celles situées en Bourriane, sont désormais incluses dans le classement des zones défavorisées. Cependant, les agriculteurs restent encore inquiets puisque de nombreuses communes restent actuellement exclues de cette réforme et sont donc privées de l'indemnité compensatoire d'handicap naturel. Dans le Lot, il s'agit de 19 communes situées dans les petites régions agricoles de la vallée de la Dordogne et du Quercy blanc. Pourtant, ces petites régions agricoles... Dominique Orliac, vous l'aurez compris, elle est élue du département du Loc, enfin elle vient du côté du Loc, et elle est spécialiste de l'accessibilité du domaine électoral aux personnes handicapées. Elle a rendu un rapport là-dessus à Jean-Marc Ayrault, il y a quelques années, une c'était en approche du 2014. critère herbe à l'échelle communale et un nouveau calcul de la protection brute standard restreinte, avec une prise en compte des particularités liées à la discontinuité et à la diversité de production, permettrait de les classer en zones défavorisées. Dès lors, Monsieur le Ministre, ma question est double. Vous engagez-vous à poursuivre les travaux qui sont entrepris visant à inclure l'ensemble des communes encore Voilà, Dominique Orliac qui demande que des petites communes entrent dans le classement qui permet d'avoir des avantages du point de vue de l'État, notamment dans les dotations. Sont-elles envisagées par vos services? Je vous remercie. Et je précise que Dominique Orliac est une députée radicale de gauche qui fait partie des rares députés radicales de gauche à avoir voté contre le cumul des mandats. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué cette question des ZDS, zones défavorisées simples. Je voudrais vous rappeler que cette décision est d'abord une décision européenne qui a fait suite à un recours de la Cour de justice, qu'elle a été adoptée par la France et d'autres pays et par le Parlement européen en 2010 et qu'elle s'appliquera en 2018. Les étapes que j'ai cherché à franchir, la première, c'était d'appliquer les critères européens nouveaux qui s'appliquaient à tous les pays. Et ensuite, 10% de la surface restante étant à la disposition des États pour essayer de trouver des solutions pour intégrer le maximum de surface par rapport
à l'antécédent, c'est-à-dire ce qui existait avant. Dans votre département, Madame la députée, vous l'avez d'ailleurs cité, vous l'avez reconnu. Voilà, là j'ai monté le micro de mon côté, j'espère que ça ira mieux. 294 communes. Sur les premières cartes, 272 communes ont été reclassées. Il reste donc 22 communes sur lesquelles, par rapport aux critères sur lesquels nous avons évolué au fur et à mesure... Voilà, c'est une question locale. Clairement, la députée Dominique Orliac qui a choisi de poser une question qui concerne vraiment sa circonscription. Chaque chose se fait Et donc le ministre Stéphane Le Foll qui lui fait une réponse très locale. Sur les critères européens. Toutes les questions ne sont pas comme ça, mais celle-là c'en est une. Qui nous permettent de faire rentrer 10% Ah, c'est parfait de le la son, surface parfait, totale nickel, merci. dans ces nouveaux critères. Faut-il que ces critères soient objectivement opposables au niveau européen pour justifier le fait qu'on soit dans une zone défavorisée et qu'on puisse accéder à partir de là à l'indemnité compensatrice de handicap. Donc nous avons travaillé déjà sur 3 cartes. Nous continuons à faire en sorte de faire évoluer ces cartes pour trouver les meilleures solutions partout dans tous les départements, même si, je suis obligé de le dire, on n'aura pas exactement la même carte qui était celle d'avant et celle d'aujourd'hui. Merci, la parole est à monsieur Ascensi. Voilà, une réponse qui a l'air de moyennement satisfaire la députée Dominique Orliac. Au moment où le président Claude Barthelone donne la parole à François Ascensi. Sur les décombres des colonialismes européens et de la barbarie nazie, les Nations Unies optaient pour la coexistence de 2 États au Proche-Orient. L'un, S'il vous plaît, Israël, il y a trop de bruit, a s'il vu vous plaît. immédiatement le jour. L'autre, la Palestine, n'en peut plus d'attendre sa reconnaissance. Après 70 ans de négation du droit du peuple palestinien, le moment est venu de remplacer les murs par des ponts entre 2 peuples que tout rapproche. Une histoire mêlée, une culture partagée et surtout la même soif de paix. C'est pourquoi, pour la 13e fois dans cet hémicycle, j'interviens au nom des députés communistes et du Front de gauche pour demander à la France de reconnaître officiellement l'État de Palestine. François Ascensi, donc, qui pose une question sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France. François Ascensi qui vient d'expliquer qu'il pose la question pour la 13e fois. Et il a raison de le rappeler puisque François Ascensi, c'est un vieux député qui est élu depuis 1988, figurez-vous. Et en plus, il cumule son mandat puisqu'il est maire de Tremblay en France depuis 1991. Donc ça fait perpète qu'il est là, donc il a eu le temps de poser 1000 fois la même question, à savoir de demander la reconnaissance par la France de l'État d'Israël. Après la conférence pour la paix, François Ascensi qui est membre du groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine, donc il représente plutôt le front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, les communistes, tout ça. Pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Reconnaître l'État palestinien d'une prise d'opposition pour l'un ou l'autre peuple. C'est la simple application du droit, de la justice et de l'humanité. Sachant que c'est intéressant parce que vous avez vu un contre-champ de caméra sur un autre député qu'on verra tout à l'heure qui s'appelle Meyer Habib et qui lui est un très pro-israélien opposé à la reconnaissance de l'État d'Israël, de l'État palestinien justement. Je vous demande de reconnaître l'État palestinien. Merci monsieur Ascensi. La parole est à monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Et c'est Jean-Marc Ayrault donc qui va répondre, ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères. C'est évident que... Quelle est la position de la France vis-à-vis de la reconnaissance de l'État de Palestine? La solution de 2 États, Israël et Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité, sans reconnaître le moment venu l'État palestinien. Mais la priorité, et c'est le sens de la conférence de dimanche que vous avez saluée, et je vous en remercie, c'est de créer les conditions pour une reprise effective des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, ces négociations sont bloquées. Elles sont bloquées et la situation sur le terrain ne cesse de se dégrader. Les violences s'amplifient et puis la colonisation est un obstacle majeur. Jean-Marc Ayrault qui commence par dresser le paysage du conflit israélo-palestinien et qui fait de la colonisation avec l'espace suffisant un frein chaque jour comme peau de à la chagrin. paix. Donc c'est une responsabilité immense qui est prise et c'est le sens de la résolution adoptée le 19 décembre dernier par le Conseil de sécurité qui condamne cette colonisation illégale. Donc c'est ce que la conférence de dimanche a rappelé. Son attachement à une solution à 2 États, son attachement à la négociation entre les parties, c'est-à-dire aller vers 2 États, mais aller aussi vers une négociation sur la base des frontières de 1967,
aller aussi vers une négociation sur la capitale, Jérusalem, des deux futurs États. C'est toutes ces questions. C'est un petit peu technique, les différents points qu'explique Jean-Marc Ayrault sur ce qui s'est passé dimanche dernier pendant la conférence de négociation. Ce qui est beaucoup plus que le 3 juin dernier, le double, que les Nations Unies étaient officiellement représentées, que la Ligue arabe était officiellement représentée, que l'Union européenne... Question bête, c'est une assemblée avec beaucoup ou pas beaucoup de personnes. C'est pas une question bête du tout, Gabriel. Aujourd'hui, je te dirais qu'il y a plutôt pas mal de monde dans l'hémicycle. On a vu des séances où il y en avait beaucoup moins, mais là, je trouve que c'est très bien rempli. Merci. Par l'Union européenne. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Olivier Marleix. Olivier Marleix qui va poser une question à son tour. On reviendra sur cette histoire du conflit israélo-palestinien plus tard. Une bande d'une trentaine de jeunes a débarqué dans le quartier du Plateau à Juvisy, saccageant tout sur son passage. Au total, une vingtaine de voitures ont été endommagées, des halls d'immeubles dévastés, un appartement ravagé. Ces jeunes étaient cagoulés, armés de bottes de baseball, de sabres, de haches. Tout cela suscite évidemment une très forte émotion chez les habitants de ce quartier. Émotion d'autant que ces faits se sont déroulés sur le territoire du commissariat de Savigny-sur-Orge, qui a subi il y a quelques mois à peine des attaques d'une insupportable violence, avec 4 de ses fonctionnaires. Vous voyez Bruno Le Roux à l'image, le ministre de l'Intérieur, qui va répondre à Olivier Marleix, qui pose une question sur la délinquance suite à un drame, un fait de violence particulier qui s'est passé visiblement il y a quelques jours dans sa circonscription. Ne semble pas avoir beaucoup impressionné les voyous de ce quartier. Une seule question se pose, monsieur le ministre. Comment est-il possible, alors que nous sommes en état d'urgence depuis 430 jours, que le Parlement a voté à 5 reprises sa prolongation, que des bandes armées de battes de baseball et de sabres puissent circuler librement en bus en toute impunité sur le territoire de la République? Il s'agit de délinquance et de vandalisme, mais n'importe quel groupe avec des intentions criminelles... Olivier Marleix, député sarkozyste, il a soutenu Nicolas Sarkozy pendant la primaire de la droite et il pose une question sur l'insécurité, ce qui, ma foi, est un thème assez familier pour sa famille politique. Quels seraient les effectifs à la fin du quinquennat de M. Fillon? Ce qui se passe aujourd'hui est de votre responsabilité et de votre responsabilité seulement. C'est le résultat. Et effectivement, il a posé la question, comment se fait-il qu'un tel fait de violence soit possible alors qu'on est en plein état d'urgence? Et on va voir la réponse du ministre de l'Intérieur, La parole est à Bruno Le Roux. Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous avez tant à vous reprocher que vous vous protégez avant même la fin de votre question. Moi, je souhaite vous répondre sur le fond de cette affaire. Ce week-end, 11 jeunes porteurs de barres de fer et d'outils ont saccagé les abribus, un appartement, des voitures. Ils ont été arrêtés par la police, ils ont été déférés, relâchés. L'enquête se poursuit aujourd'hui. Ils s'étaient débarrassés. Au moment où le ministre de l'Intérieur rappelle que les délinquants ont été arrêtés puis relâchés, on entend des huées de la part de l'opposition. Et le droit qui fait qu'ils sont aujourd'hui, il y a une enquête et je vous dis la détermination totale du gouvernement à faire en sorte que les responsabilités puissent être mises en œuvre contre ceux qui ont fait cela. Mais puisque vous me parlez de la circonscription qui comprend aussi Viry-Châtillon, je vais vous dire que ce matin, 11 individus ont été arrêtés. Ils ont entre 17 et 19 ans. Ils sont actuellement en garde à vue. Et ils sont soupçonnés d'avoir attaqué les 4 policiers dont vous parlez tout à l'heure. Je ne sais plus qui me demandait qu'est-ce que cumulait Olivier Marleix. Il est maire de la ville d'Annette. Qui ont mené depuis maintenant plusieurs mois une enquête sur laquelle nous avons donné tous les moyens depuis 2008. Les agresseurs de policiers, tout comme tous les moyens seront mis en œuvre pour arrêter ceux qui sont les casseurs dans la rue à Juvisy ce week-end. Alors je veux féliciter la direction de la Sûreté du 91, la CRS 8 qui a participé à l'opération et leur dire la grande confiance que nous avons aujourd'hui dans les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il fallait quand même, monsieur le député, une grande cécité pour avoir transformé des postes en 13 000 suppressions pendant votre quinquennat, ce qui amène quand même à la le petit règlement de compte sur les chiffres, les effectifs de suppression de postes dans la police. La parole est à monsieur Michel Ménard. Toujours ça a été pendant tout ce quinquennat, ça a été l'échange d'amabilité entre la majorité et l'ancienne. Monsieur le Premier ministre, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a récemment déclaré que l'Union européenne n'avait aucune valeur et que les États feraient mieux de la quitter.
il faudrait lui rappeler d'où vient l'Union européenne. Lui rappeler que l'Europe est un territoire qui échange et se développe depuis des centaines d'années, que c'est une construction qui nous protège de la guerre, qui développe notre économie, qui a porté haut la liberté, l'égalité, la fraternité. Il ne s'agit pas d'être sourd aux reproches que l'on peut faire à l'Union européenne. Nous connaissons tous ses travers. Mais il faut lui rappeler que l'Union est la première puissance économique mondiale. Il faut lui rappeler que sous l'impulsion de la France, l'Union européenne s'est mobilisée pour protéger nos concitoyens. C'est le député de ma circonscription, salut Amaury, donc Michel Ménard, député de la circonscription d'Amaury, à savoir la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Je précise que Michel Ménard est un député qui soutient Manuel Valls dans le cadre de la primaire. En tout cas, ça n'a rien à voir puisque là, il est en train de poser une question au gouvernement suite aux déclarations de Trump contre l'Union européenne. Et des droits qui lui sont propres. Et donc c'est l'occasion pour Michel Ménard de bomber le torse et de dire que l'Union européenne n'a rien à se reprocher et c'est l'unité de ces pays qui font la force de l'Union européenne. C'est unis que nous pouvons faire face, dialoguer et négocier avec les États-Unis. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons de continuer notre chemin ensemble. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rappeler ce qui fait la force de l'Union européenne? Pouvez-vous nous dire quels sont les projets qu'elle porte pour chacun de nos concitoyens? Quel message comptez-vous transmettre au futur président américain pour qu'il respecte la France et l'Union européenne? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Voilà une question sur les déclarations de Donald Trump et c'est Bernard Cazeneuve, le Premier ministre en personne, qui va répondre à Donald Trump. La paix, la solidarité, le respect des principes de fraternité, de liberté auxquels nous tenons avec le peuple américain, il faut interroger l'histoire. Et il faut dire à ceux qui s'expriment en empruntant leur inspiration au populisme que ce qui a inspiré les pères fondateurs de l'Union européenne, après que l'Europe s'était déchirée dans le totalitarisme et la guerre, c'est précisément l'amour de ces valeurs que nous avons pu porter haut après la Seconde Guerre mondiale, précisément parce qu'il y a des milliers de soldats américains épris de liberté qui sont arrivés en Normandie, sur la terre de notre pays et de l'Europe, pour, avec nous, défendre ces valeurs. Bernard Cazeneuve qui commence sa réponse et qui se fait applaudir au moment où il rappelle les liens qui unissent l'Europe à l'Amérique et notamment le débarquement, évidemment. Américain, et ce, de façon indestructible. C'est une manière un peu pour Bernard Cazeneuve de montrer que l'Europe est un petit peu au-dessus du débat par rapport à Trump, qui est un petit peu aura des pâquerettes. Perpétué par l'ensemble des dirigeants de l'Union européenne depuis maintenant plusieurs décennies, la seule réponse que nous devons apporter, c'est celle du projet européen lui-même. Puisque nous sommes dans un monde instable, que nous sommes dans un monde dangereux, puisque nous sommes confrontés tous à la menace du terrorisme, nous avons le devoir particulier en Europe d'être capables de défendre avec force, au nom des valeurs qui sont les nôtres et qui nous lient au peuple américain, notre continent. Ça veut dire qu'il faut une défense européenne avec des moyens européens, avec des investissements européens, avec une capacité de projection européenne qui rendra l'Union européenne, les peuples et les nations qui la composent, indépendantes, parce que c'est dans l'indépendance à l'égard des puissances que l'Europe peut affirmer ses principes, ses valeurs, son identité et poursuivre un dialogue équilibré avec des peuples amis. Deuxièmement, nous devons assurer la protection. Voilà, dialogue équilibré avec les peuples amis. Ce que nous avons engagé en faisant monter en puissance Frontex, en dotant d'un budget de... C'est intéressant parce que Bernard Cazeneuve choisit de répondre sur le fond. Je rappelle que Donald Trump a justifié le délitement de l'Union européenne en partie à cause de l'afflux de migrants venant de Syrie. Et du coup, Bernard Cazeneuve qui décide de répondre directement à cette attaque-là en parlant de Frontex et de tout ce qui est mis en œuvre au niveau européen et au niveau français contre... ont été ensemble pendant ce quinquennat. Enfin, pour réguler l'afflux de migrants. Le code frontière Schengen, plus particulièrement son article 7-2, pour permettre le contrôle de tous ceux qui franchissent les frontières extérieures. C'est quoi Frontex? Frontex, c'est l'agence européenne des frontières. Ça veut dire aussi que nous devons être en situation de protéger notre modèle social européen. Lorsqu'il y a des traités de libre-échange qui proposent d'instaurer sur des filières d'excellence européenne un véritable dumping social qui détruirait le modèle social, l'industrie et l'économie européenne, nous devons être capables, à l'instar de ce qu'a fait notre pays sur le TAFTA, de dire non et de le dire y compris aux États-Unis lorsque nous estimons que ce type de traité
engendrerait des déséquilibres préjudiciables. Il répond aussi sur le traité TAFTA et il rappelle pourquoi est-ce que l'Europe a finalement Nous devons aussi, monsieur le député, refusé de signer le traité TAFTA. Que sur la garantie jeune, et je rappelle que le gouvernement d'ailleurs avait finalement sur la lutte contre le travail demandé à ce que le détaché, traité qui est un TAFTA ne objectif soit pas adopté. prioritaire de ce gouvernement, qui lui a permis de modifier la directive de 2014, d'engager maintenant de façon puissante la modification de la directive de 1996, d'engager des dispositions législatives nationales pour lutter contre le travail détaché. Nous devons être capables, là aussi, de protéger notre modèle social et de le dire avec force. La seule force du discours de l'Europe face au populisme, c'est de dire sa foi en son avenir, d'être capable de faire évoluer ses politiques pour plus de solidarité. Et Bernard Cazeneuve qui finit sur un moment un petit peu lyrique pour dire que l'Europe doit croire en elle-même, tout ça. Comme en témoigne un certain nombre de vociférations sur ces bancs, que l'Europe, les valeurs de la République sont plus fortes que les emportements d'un instant. L'Europe est plus forte que les emportements d'un instant, c'est une forme de réponse à la spontanéité de Donald Trump. De la part du Premier ministre. À vous, Monsieur le Premier ministre. Alors que c'est Marc Le Fur qui pose une question. Jusqu'à présent d'une rumeur, d'une idée d'économiste de gauche comme Thomas Piketty, d'une idée relayée par des think tanks proches du PS comme Terra Nova. Mais voilà que France Stratégie, un organisme public officiel qui relève de votre autorité, Monsieur le Premier ministre, préconise également cette réforme. De quoi il parle? De quoi s'agit-il? Il s'agit, aussi surprenant que cela puisse paraître, de taxer les propriétaires de leur logement, de les taxer à l'impôt sur le revenu sur le loyer fictif de leur résidence principale. Les défenseurs de cette idée farfelue considèrent que une nouvelle taxe sur le foncier, sur le loyer fictif qu'on vient de taxer. Après avoir imposé les revenus réels, comme si cela ne suffisait pas, il faut maintenant taxer les revenus fictifs. Cela figure dans un document du 14 décembre 2016. Économiste de gauche Piketty. Bah oui, il a parlé de l'économiste de gauche Piketty. Au plan. Ce n'est pas rien. Plus grave, le patron de Stratégie, M. Pisani-Ferry, le promoteur de cette funeste idée, vient de rejoindre l'équipe de campagne de M. Macron. M. Pisani-Ferry risque donc de passer à la pratique en mettant en œuvre ce que déjà... Derrière le bras droit de Marc Le Fur, vous reconnaissez le député Dassault, c'est le fils de Serge Dassault, qui s'appelle Olivier Dassault. Mais on s'en fout parce que là on parle de Marc Le Fur, qui est élu des Côtes-d'Armor, membre de la commission des finances depuis 2002. Les actifs, les retraités modestes, mais qui sont propriétaires de leur logement, savent la valeur de cette sécurité. 58% de nos compatriotes sont propriétaires de leur résidence principale et ont bien souvent économisé toute leur vie pour cela. Faudra-t-il que cet impôt Macron vienne une nouvelle fois affaiblir le pouvoir d'achat de nos compatriotes? Et le député Marc Le Fur qui parle d'impôt Macron au sujet de cet impôt qui n'existe pas mais qui apparemment d'après lui est une idée de France Stratégie de taxer les propriétaires de logements sur le loyer fictif qu'ils ne payent pas évidemment parce qu'ils sont propriétaires. Un député assidu à nos débats sur les lois de finances, c'est vrai, et actif. Vous êtes même venu il y a quelques mois à un débat en soirée sur la fiscalité et vous m'aviez déjà posé cette question. De même que M. de Courson nous l'avait déjà posé cette question. Ma réponse n'a absolument pas varié d'un iota, Monsieur Le Fur. On n'a pas le droit de montrer des documents, Monsieur le Vice-président. La réponse n'a pas varié. C'est vrai que Marc Le Fur qui montre un document de France Stratégie alors que c'est interdit dans l'hémicycle. On n'a pas le droit de brandir des documents pour faire le mariole devant les caméras. Dans ce gouvernement, mais je crois que M. Macron n'est pas dans ce gouvernement. Et, mesdames, messieurs, les députés, Macron n'est pas dans ce débat, dans ce gouvernement. Christian Eckert, le ministre du Budget, je me suis amusé à les lister, monsieur. Qui rappelle ça au moment où on voit Charles Le Courson à l'image. L'IGF, la Direction Générale du Trésor, le Parlement dans ses deux composantes, la Cour des Comptes, l'INSEE, l'OCDE, l'OFCE et France Stratégie. C'est qui lui? C'est Christian Eckert, le ministre du Budget. Et ce n'est pas parce que des propositions, des idées figurent dans des rapports qu'elles sont nécessairement celles de ce gouvernement. France Stratégie est un organisme public de réflexion indépendant. Son jeune président, ou plutôt j'allais dire ex-président, puisqu'il vient de quitter tes fonctions, ce jeune homme de 65 ans vient de décider de rejoindre un candidat à la présidence de la République. C'est son affaire.
Mais monsieur le député, soyons clairs, dans ce gouvernement... L'ancien patron de France Stratégie qui rejoint Emmanuel Macron et ça fait des vagues à l'Assemblée nationale. Putain, le pauvre gouvernement de Bernard Cazeneuve qui s'en prend plein la gueule à cause de Macron alors que Macron n'est même plus membre du gouvernement. La parole est à monsieur Meyer Habib. Putain. Et Meyer Habib, le député. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Dimanche s'est donc tenue à Paris une conférence internationale dite de paix sur le Proche-Orient. On aurait pu imaginer que l'urgence d'une telle conférence fut d'éradiquer l'État islamique responsable de 250 morts dans notre pays. Évidemment non. On aurait pu espérer que l'urgence d'une telle conférence fut de mettre fin au calvaire du peuple syrien après 500 000 morts. Évidemment non. On aurait pu rêver que l'urgence fut le sauvetage des chrétiens d'Orient et des yézidis. Non et encore non. 70 pays dont une majorité de dictatures animées par une obsession. Instruire le procès d'Israël, unique démocratie de la région, en première ligne contre le djihadisme. Mais quel crédit votre gouvernement peut avoir après l'abstention honteuse à l'UNESCO sur une résolution islamisant le mont du Temple et le mont occidental à Jérusalem, après la mise en œuvre d'un étiquetage et d'un boycott des produits israéliens? On ne peut être juge et partie. Résultat, un sommet insipide sur le conflit israélo-palestinien, sans les Israéliens et sans les Palestiniens. Est-ce bien sérieux à 3 mois de l'élection présidentielle? Monsieur le ministre, changez votre logiciel. La gauche n'a qu'un seul mot à la bouche, la colonisation, qui serait la cause de tous les maux. Vous renvoyez terrorisme et implantation dos à dos. Mais quelle colonisation y a-t-il à Paris, Nice, Berlin ou Istanbul? Oui, ça vous dérange, mais c'est le même terrorisme islamiste. Nous rêvons tous d'une paix juste au Proche-Orient. Meyer Habib, donc le député UDI, vous l'aurez reconnu, très pro-israélien, pardon. On le sait depuis longtemps, il fait souvent des prises de parole dans l'hémicycle pour soutenir ouvertement le gouvernement israélien. Et donc il vient de taxer la conférence de paix sur le Proche-Orient qui a eu lieu dimanche dernier à Paris, de conférence soi-disant de paix. Jamais. Alors que votre majorité... Et vous l'entendez faire une charge en règle contre cette conférence. Je crains que ce soit, hélas, une tentative de récupération de l'électorat islamo-gauchiste au risque d'emporter un peu plus. Jean-Marc Ayrault. Et il a parlé de risque de récupération de l'électorat islamo-gauchiste. Que va répondre Jean-Marc Ayrault à cette question? Vous reconnaissez que c'est la même genre de question, en tout cas sur le même sujet que ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part du député communiste. Conférence de la honte. Procès Dreyfus moderne, que je n'ai entendu ces derniers jours. Et vous-même, aujourd'hui, vous avez été particulièrement modéré à côté de ce que vous avez écrit dans votre propre blog. Mais de quoi parlez-vous exactement, monsieur le député Meyer Habib? L'excès n'a jamais été récompensé, vous le savez bien, quand il y a un sujet aussi difficile à traiter, une question si grave qui dure depuis 70 ans. Nous avons tenu dimanche... Il y en a qui prennent la parole de manière aussi partisane pour la Palestine. Bah oui, on l'a entendu tout à l'heure. Représentés 70 pays, les Nations Unies, l'Union européenne... De la part de François Assanzi. Et la Ligue arabe. Et une déclaration a été adoptée par tous les participants, avec un seul objectif, permettre aux partis israéliens, palestiniens de reprendre enfin le nécessaire processus de négociation pour aboutir à un accord, c'est-à-dire la perspective de 2 États, Israël, Palestine, vivant en paix et en sécurité et permettant la prospérité dans toute cette région. Qu'avons-nous fait contre la paix? Qu'avons-nous fait? Nous avons été réunis parce que nous refusons le statu quo, nous refusons la démission. Nous voulons la paix et rien d'autre, et c'est ce que nous avons dit aux Israéliens. Ils ont décidé de ne pas venir, ils ont condamné. C'est leur responsabilité. Je parle du gouvernement israélien. Et puis, j'ai vu également que le Hamas avait considéré que cette conférence était absurde. Peut-être qu'au fond, le chemin étroit que nous avons emprunté était le bon. Jean-Marc Ayrault qui renvoie dos à dos le gouvernement israélien et le Hamas palestinien qui ont refusé chacun de participer à la conférence de la paix de Paris dimanche dernier. Comme elle veut aussi la paix au Moyen-Orient et que vous la trouvez en première ligne pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour se mobiliser pour la paix et la justice. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Bernard Perrut. Voilà, c'était la réponse du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères sur ce dossier. C'était promulguée la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, appelée loi Macron du nom du ministre de l'économie. Une loi fleuve avec de grandes ambitions et de petits moyens et peu de résultats. 18 mois après, les Français ont-ils l'impression que la croissance va mieux? Non. Que l'activité économique va mieux? Non. Que l'égalité des chances va mieux? Non, bien évidemment. La croissance
Elle atteint péniblement 1,3% en 2015 et ne devrait pas être beaucoup plus élevée en 2016. Elle reste largement inférieure à la croissance de la zone euro comme à la croissance mondiale. L'activité économique, c'est 1,1 million de chômeurs supplémentaires depuis 2012. Ce sont des hommes et des femmes qui galèrent. C'est l'effondrement des entrées en apprentissage. Alors, 1 an et demi après le coup de force... Ils ont décidé de défoncer Macron à les Républicains. Je suis d'accord avec toi, Econix. On attend depuis tout à l'heure, pour les 2 premières prises de parole de députés républicains, les Républicains, des charges en règle contre l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, actuel candidat à l'élection présidentielle. Et c'est effectivement le même refrain qui est entonné par Bernard Perrut à son tour, qui lui ne s'en prend pas au candidat Emmanuel Macron, mais qui s'en prend à l'ancien ministre Emmanuel Macron et à sa loi. Pire, avec la faillite de la compagnie Megabus, de nombreux salariés ont perdu leur emploi. Voilà, Bernard Perrut, il est élu de Côtes-du-Rhône, non, de Cerco-du-Rhône, pardon, pas de Côtes-du-Rhône, mais du Rhône. Il est maire de Chalon-sur-Saône. Le ministre de l'époque, lui, se présente contre l'ancien ministre de l'économie qui a défendu cette loi. Alors c'est à vous que je demande, quelle leçon tirez-vous de la loi Macron qui ne règle aucun problème, qui ne contribue pas au... Et voilà, presque 2 ans après l'adoption de la loi Macron, Bernard Perrut demande quel bilan est-ce qu'on tire de cette loi. La parole est à M. Michel Sapin. Et c'est Michel Sapin, ministre de l'économie, qui va devoir défendre le bilan de son ancien ministre. Enfin, du ministre qui l'a remplacé. Mesdames, Messieurs les députés. Emmanuel Macron, Monsieur le député Perrut. décidément. C'est surprenant. Sauf à ce que je me trompe véritablement, j'ai eu le sentiment que votre question ne s'adressait pas à un membre de ce gouvernement. Et que si vous voulez donc adresser votre question à la bonne personne, faites-le directement. Je pense que nous sommes capables de vous donner quelques coordonnées qui vous permettront de poser vos questions. Ah c'est vrai, Gidette a raison, ouais. Il y a pas mal d'électeurs qui voulaient voter Fillon et qui vont voter Macron. C'est peut-être ça qui énerve les Républicains, c'est possible. Je sais pas. Sur la création d'emplois en France. Puis-je me permettre de vous rappeler que la croissance en France a repris en 2015. Puis en 2016... C'est plus les QAG, c'est les questions à Macron. C'est un peu ça, ouais. Monsieur le député, soyez honnête avec vous-même. Ça doit être une torture pour les socialistes de devoir justifier la politique de Macron. En nombre, comme jamais il n'en avait été créé depuis 2008. Depuis 2008. La croissance française, la réforme de l'économie française, la compétitivité de nos entreprises a permis enfin, faire reculer le chômage. Ça n'est pas dire que tout va bien, que de dire qu'un certain nombre de choses vont bien. Et je pense qu'il serait de votre devoir, y compris en termes de responsables français, presque par patriotisme, de ne pas toujours vouloir avilir la France quand la France a aujourd'hui la capacité de rebondir, de créer des emplois et d'investir. Nous étions il y a quelques jours aux États-Unis. Une torture pas pour tous. Oui, effectivement, pas pour tous, t'as raison. Il y a Ségolène Royal qui a l'air de soutenir du bout des lèvres. On regarde la France, et je ne parle pas de telle ou telle Emmanuel Macron. Les acteurs économiques regardent la France, les investisseurs regardent la France avec d'autres yeux que les vôtres. Avec les yeux de ceux qui savent qu'ici, dans cette France, on sait former des ingénieurs, que dans cette France, on sait créer des entreprises, que dans cette France, on sait relever les défis et qu'on ne répond pas à des questions mesquines, on répond au principal. Faire en sorte que la France sache réagir, sache créer des emplois et sache créer de la croissance. Merci. Et voilà. Est à Monsieur François Michel Sapin qui finit ses 2 minutes de temps de parole pour défendre le bilan du quinquennat en matière de croissance. Pas top, hein. Monsieur le ministre, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Ardent Robinet. C'est un impératif de ce mandat. Après la piètre gestion des années Sarkozy-Fillon... Non, François-André, pardon, François-André qui prend la parole. Près de 150 milliards d'euros en 2010. Ce redressement, il se fait sans porter préjudice aux autres priorités du quinquennat, que sont l'éducation, l'emploi et la sécurité des Français. Ce redressement, il se fait aussi sans porter atteinte au niveau de protection sociale auquel, nous le savons, et M. Fillon est en train de le découvrir à ses dépens, nos concitoyens sont très attachés, tout simplement parce qu'il protège chacun des accidents et des aléas de la vie. Élu de Côte-du-Rhône, de Châlons-en-Champagne. C'est Alexandre. De notre pays, vis-à-vis de ceux qui nous prêtent de l'argent, bien sûr, mais vis-à-vis aussi de nos alliés et partenaires européens avec qui nous partageons un projet et une monnaie commune. Bref, redresser nos comptes, c'est se redonner des marges de manœuvre et de la confiance collective en l'avenir du pays. Monsieur le ministre, les derniers chiffres de l'exécution du budget 2016 sont clairs. Le redressement se confirme. N'en déplaise à la droite qui, chaque année, considère que les objectifs de déficit fixés en LFI ne pourront être tenus.
Non seulement les objectifs ont été tenus, mais, Monsieur le ministre, vous les avez même dépassés, puisque c'est 3,3 milliards d'euros de moins que prévu qui sont constatés aujourd'hui dans le déficit de l'exercice 2016, le plus bas. François André qui affiche un satisfecit face à l'action du gouvernement en matière de maîtrise des déficits. Et notamment des fonctionnaires auxquels je tiens ici à rendre hommage. François André, il est membre de la commission de la défense nationale. À hauteur de 3,3%. Et à ce titre, il a été admis comme colonel au sein de la réserve citoyenne de la défense en janvier 2015, l'année dernière. Résultats qui devraient réjouir chacun. Pouvez-vous nous indiquer quels ont été les leviers précis qui expliquent ces résultats encourageants et les perspectives qui sont les vôtres pour... Lèche-boule un peu, c'est un député de la majorité qui soutient le gouvernement et qui donc félicite le gouvernement pour sa bonne gestion. C'est un petit peu le rôle des députés de la majorité de faire ça. Et c'est Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui va lui répondre pour lui aussi se satisfaire de sa gestion. Des idées, des points de vue dans la perspective des échéances électorales qui se présentent à nous. Et la question de la maîtrise de la dépense publique est, dans le contexte particulier où nous nous trouvons, une question absolument essentielle. Et nous nous souvenons d'ailleurs qu'à l'occasion des élections présidentielles et législatives de 2012, la question de la maîtrise des comptes publics était absolument centrale, parce que la dépense publique avait augmenté de 170 milliards d'euros entre 2007 et 2012, que le taux de progression de la dépense publique était supérieur à 3% et que la dette avait pris 25 points de PIB, ce qui était tout à fait considérable. Nous avons pris l'engagement de réduire les déficits. Et il y a le chauffage dans l'hémicycle, bah oui, évidemment. Enfin, je pense, j'espère. De rappeler ce qu'est la réalité des chiffres. Lorsque nous sommes arrivés en 2012 en situation de responsabilité, le déficit budgétaire était de 18 milliards d'euros supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Il était de 5,1%. Les chiffres qui ont été rendus publics par le ministre de l'économie, des finances et le secrétaire d'État au budget montrent ce matin que nous tenons nos objectifs pour 2016, que nous serons donc vraisemblablement à 3,3%. Vous l'avez rappelé vous-même, le déficit budgétaire de l'État est de 3,3 milliards inférieur à celui qui avait été inscrit en loi de finances initiale. Il est de 1,5 milliard. Donc là c'est un petit peu technique, mais en gros je vous explique, entre le déficit que l'on prévoit au moment où on vote une loi de finances et le déficit que l'on constate au moment où on arrête les comptes, il y a des différences. Et bien là en l'occurrence, le gouvernement est en train de faire une grande opération d'autosatisfaction puisqu'ils ont réussi à maintenir le déficit de 3 milliards de plus que ce qui était prévu. Il faut dire 3 milliards de... Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ce gouvernement a réussi à maîtriser la dépense publique. C'est ouf de s'auto-branler à ce point. Mais non, mais c'est le principe. Il l'a fait aussi pour le régime. C'est le principe des questions gouvernement. Enfin, c'est le principe des questions gouvernement. Le gouvernement est là pour défendre son bilan. Vous avez fièrement laissé un déficit de 17,4 milliards et que nous sommes quasiment à l'équilibre. C'est votre vote qui a permis cela. C'est l'action du gouvernement et nous avons toutes les raisons au moment où le quinquennat se termine d'en être fiers. Mais nous avons fait cet effort budgétaire et de maîtrise des dépenses sans renoncer à l'essentiel, c'est-à-dire à ce pourquoi nous avons été élus. Nous avons recréé des postes dans les services de sécurité, près de 9 000, alors que la sécurité avait été abaissée. Voilà, et Bernard Cazeneuve qui finit son discours en expliquant que la maîtrise des déficits par le gouvernement, en tout cas dont il se gausse, n'a pas empêché le gouvernement de maintenir des effectifs importants dans la fonction publique, notamment sur la sécurité. Avec des conditions d'exécution du budget de la défense qui n'avaient jamais eu lieu au cours. N'oublie pas Jean qu'il y aura un projet de loi de finances rectificative avec la nouvelle majorité. T'inquiète Kevin, je ne l'oublie pas. A pris ses responsabilités, chef des armées, là où vous aviez supprimé 54 000 emplois dans la défense, ce que vous oubliez de rappeler aux Français au moment où vous donnez des leçons de protection du territoire national contre le terrorisme. Nous avons mis 10 milliards sur les hôpitaux. Ah oui, désolé, excusez-moi, vous avez un écran blanc ici, vous ne devriez pas avoir un écran blanc, mais ça on va le régler pour demain, rassurez-vous. À la santé. Nous avons créé 60 000 postes dans l'éducation nationale. Donc ce que nous avons fait, mesdames et messieurs les députés, ce niveau de langue de bois des parlementaires, c'est dingue quand même des deux côtés. Tu trouves que c'est la langue de bois là? Je sais pas. De protection des Français, de solidarité et des services publics, ce qui est bien la démonstration que contrairement à ce que certains nous proposent, on peut redresser le pays sans détruire la solidarité, sans détruire la protection sociale et en assurant la pérennité du modèle social français. Il y a quoi demain? Il y a à nouveau les questions gouvernement. C'est le mardi et le mercredi. Allez, c'est Arnaud Robinet qui va poser une question. J'ai une nouvelle sans précédent. Ah, un scoop. La canicule arrive au milieu de l'été et la grippe saisonnière arrive au début de l'hiver. J'aurais aimé poursuivre Arnaud Robinet qui troll. Si l'épidémie de grippe n'était pas aussi grave, si le retour des médecins n'était pas aussi alarmant. Madame la ministre, vous avez vous-même reconnu que le bilan serait probablement lourd, comme vous dites.
Nous n'avons pas encore atteint le pic de l'épidémie, que déjà les chiffres sont inquiétants. 3 millions de personnes touchées, des hausses de mortalité de 25 à 30% dans certaines régions, des hôpitaux engorgés et pour finir, 6 millions de journées de travail perdues, soit un coût de 900 millions d'euros. Madame la ministre, quand j'en dis je sais pas, ça veut dire je suis pas d'accord. Nous avons déjà vécu une épidémie de cette ampleur durant l'hiver 2015 qui a fait 18 000 morts. Or, au lieu d'anticiper la crise d'aujourd'hui, vous préférez commenter l'hécatombe d'aujourd'hui. Inconséquence toujours, quand vous ordonnez aux hôpitaux saturés de déprogrammer des opérations alors que ces dernières le sont déjà, avec ou sans grippe saisonnière. Arnaud Robinet, donc le député maire de la ville de Reims, donc qui cumule son mandat et qui est très en colère contre le gouvernement qui, selon lui, n'a pas suffisamment anticipé l'épidémie de grippe. Il a commencé par faire remarquer ironiquement qu'il y a la grippe tous les hivers, donc le gouvernement aurait pu l'anticiper. D'acharnement notre système de santé. Vous avez fragilisé la médecine de ville, mis à l'écart les cliniques privées. Vous avez étatisé encore un peu plus les hôpitaux. Vous n'avez quasiment rien fait en faveur du virage ambulatoire, en faveur de la santé numérique, ni en faveur des médecins. Doit-on s'étonner du nombre de morts chez les personnes âgées qui on sait que 70% des personnels soignants ne sont pas vaccinés? Oui, Madame la Ministre, les Français veulent et payent aujourd'hui le prix d'une politique de santé idéologique, technocratique et inefficace, qui cache la vérité aux patients. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire au moins la comment parole est à allez-vous Madame limiter le nombre de Ségolène décès? Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Et c'est Ségolène Neuville qui va répondre à Arnaud Robinet sur la crise de la grippe en l'absence de Marisol Touraine. Je pense que le sujet de la grippe pourrait appeler un peu plus peut-être de pondération et peut-être aussi de consensus sur ces bancs. Parce que somme toute, il s'agit d'une maladie infectieuse. Tiens, que propose son parti pour la présidentielle? C'est petit. Parce que comme chaque année, c'est une question à Marisol Touraine, mais apparemment elle est absente, donc c'est Ségolène Neuville, sa secrétaire d'État, une de ses secrétaires d'État, qui va répondre. Et je voudrais émettre un vœu pour l'automne prochain. Je voudrais qu'à l'automne prochain, tous autant que nous sommes dans les fonctions qui seront les nôtres, eh bien, nous parlions tous autant de la grippe et de l'importance de la vaccination au moment où il faut se faire vacciner. Parce que je n'ai pas noté vous avoir beaucoup entendu au moment des campagnes de vaccination pour rappeler l'importance de cette vaccination et de la prévention de cette pathologie infectieuse. Marisol Touraine a la grippe. Pour le reste, la ministre de la Santé a effectivement demandé aux hôpitaux de réouvrir des lits et de rappeler des professionnels, ce qui est fait à chaque fois qu'il y a des événements qui font qu'il y a un afflux particulier, notamment dans les services des urgences. L'objectif étant bien de pouvoir hospitaliser toutes les personnes qui nécessitent... Pondération, ça veut dire modération, Justine. Et autant la situation à peu près la même chose. être plus due la semaine dernière, autant le point qui a été fait ce matin par la ministre de la Santé montre bien que la situation, en tous les cas pour ce qui est des hôpitaux publics, est moins tendue et il y a moins de personnes qui ont à ce jour besoin d'être hospitalisés. Il y a plus de jeunes qui ont besoin de soins, mais pas d'hospitalisation. En tout état de cause, je voudrais dire une chose. Tout ce que vous dites est un peu contradictoire avec ce que soutient votre candidat à l'élection présidentielle. Ségolène Neuville qui fait une attaque en règle contre François Fillon. Des dizaines de milliers de postes à l'hôpital public. Eh bien oui, c'est complètement irresponsable et ça serait désastreux pour l'état de santé des Français. Merci madame. La parole est voilà l'échange d'amabilité, encore une fois, entre la majorité, entre le gouvernement et l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. C'est au tour de Yannick Trigance de prendre la parole. Regardez son graphique de présence, il est tout nouveau en fait ce député. Il a été élu très récemment. C'est le suppléant de Bruno Le Roux. Ah ben oui, non, il n'a pas été élu, c'est le suppléant de Bruno Le Roux. Bruno Le Roux qui a été député, qui est devenu ministre, et donc il a laissé son siège de député à son suppléant. Et bientôt, les indépendants pourront suivre l'ensemble de leurs droits acquis, à la fois sur leur compte personnel de formation, leur compte personnel de prévention de la pénibilité et leur compte d'engagement citoyen. En centralisant ces droits... Tu bois de l'alcool avec pondération, Jean? Ah ouais, moi je suis méga pondéré avec l'alcool. Ce compte unique constitue un progrès social et il parle du compte de formation. Essentiel, qui a une nouveauté de la loi de forme d'emploi actuelle comment elle s'appelle, Myriam El Khomri. Professionnelle, même en cas de carrière moi je suis claqué. Et non linéaire, comme cela arrive de plus en plus souvent. Social, car il s'adresse à la fois aux jeunes décrocheurs
à qui il permet de bénéficier d'une formation, ainsi qu'aux salariés non qualifiés, portant de 150 à 400 le plafond d'heures cumulables sur leur compte. Ainsi, le CPA sécurise les parcours professionnels et pose la première pierre d'une protection. En tout cas, il y a un grand silence dans l'hémicycle pendant que Yannick Trigande, non c'est Trigance, pardon, depuis sa mise en ligne, présente les avancées du compte personnel d'activité. Des acteurs sociaux et de nos concitoyens. Pouvez-vous nous rappeler, Madame la Ministre, les avancées que contient le compte personnel d'activité et rassurer les parlementaires sur le financement pour les années à venir? Myriam El Khomri a toujours l'air hyper dépressive. Ah, tu trouves? Ambitieux. Oui. Merci Monsieur Trigance. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur. Voilà, Myriam El Khomri qui va défendre cette mesure contenue dans sa loi. Permettez-moi, à l'occasion de ma réponse, de saluer votre première question dans l'hémicycle et de vous en féliciter par la même occasion. Voilà, la ministre qui commence poliment par remarquer que c'est la première fois que Yannick Trigance pose une question. Et nous avons eu l'honneur avec le Premier ministre, avec mes collègues Annick Girardin, Clotilde Walter, de lancer en présence d'un parrain Jean Auroux et de le faire devant de nombreux utilisateurs, de nombreux conseillers de Pôle emploi, de missions locales, mais aussi tous ceux qui avaient participé au débat public que nous avions lancé l'an dernier. Je pense notamment à la FNARS, tous les acteurs de la solidarité, et c'était aussi dans la méthode de conception un élément déterminant. Le compte personnel d'activité répond aux mutations que nous avons dans le monde du travail, c'est-à-dire que pour beaucoup de Français, nous savons que changer de voie professionnelle peut être une opportunité, mais souvent, c'est considéré comme un pari extrêmement risqué. Et finalement, ça vise à avoir des garanties collectives, mais attacher des droits... Voilà, Myriam El Khomri qui, suite à la question un petit peu choupa de la part de Yannick Trigance, représente le compte personnel d'activité, à quoi il sert, etc. Je crois qu'il est rentré en ligne il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il pose une question là-dessus. Je précise que Myriam El Khomri a été désignée candidate socialiste dans le 18e arrondissement de Paris par les militants socialistes. Donc a priori, elle va mener campagne et il est possible qu'elle soit élue députée à partir de juin prochain. Et non pas contradictoire. Vous m'interrogez sur la question du financement, elle est essentielle. Je voudrais être particulièrement claire. Les 3 comptes qui constituent aujourd'hui le compte personnel d'activité sont financés par des ressources qui leur sont purement... Une question choupa, c'est une question choupa-choups. Le CPF, il est financé par les salariés par une cotisation de 0,2% de la masse salariale. S'agissant du compte engagement citoyen, c'est financé en quasi-totalité par l'État. Et pour le compte formation, notamment pour les indépendants, ça sera dans le cadre également de leur contribution qui existe d'ores et déjà. Voilà, c'est une réforme majeure et le champ des possibles est immense. Elle a été parachutée dans le 18e, non Jules, elle n'a pas été parachutée dans le 17e, elle était élue du 17e depuis plus de 10 ans. Il y a quelques jours été lancé par 2 députés socialistes ce qui fut appelé pompeusement l'appel de Marseille, qui demandait la légalisation de la consommation de cannabis dans notre pays. Voilà, Dominique Tian qui aborde la question de la légalisation du cannabis. Vous avez vu que c'était un sujet qui clivait entre les candidats à la présidentielle par la primaire de la gauche. On l'a commenté en direct sur Acropolis et vous avez vu que ça fait clivage entre les candidats. Il indique donc que la seule solution, finalement, serait la légalisation de la culture, de la vente et de la consommation du cannabis. Le gouvernement, d'ailleurs, est un peu victime de ses propres contradictions. Le Premier ministre lui-même a indiqué il y a quelques années qu'il était favorable à un débat. Monsieur Le Guen, idem. Il reste combien de questions? Il en reste 4, 5. Il était ministre de l'Éducation. Sans parler bien sûr maintenant des... Dominique Tian, donc, qui est un député de droite, les Républicains, spécialiste des questions de santé, et il est très opposé à la légalisation du cannabis. Et je précise qu'il était un soutien de Bruno Le Maire pendant la campagne de la primaire de la droite. Un renoncement de plus de l'État et qui de toute façon ne supprimera pas évidemment le... Ah bah tiens, il avait un compte en Suisse, Dominique Tian. C'est évidemment dangereux pour la santé. Il n'avait pas déclaré dans son patrimoine. Un message incompréhensible pour le gouvernement. Et la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a saisi le parquet de Paris qui a ouvert une enquête. Enfin, qui va peut-être ouvrir une enquête. Du cannabis. Monsieur le ministre, la priorité du gouvernement devrait être de réduire la consommation des drogues en France et non de la légaliser. Monsieur le ministre, je vais donc vous poser une question très directe. En tant que président du groupe socialiste en octobre 2015, vous étiez déclaré favorable à un débat sur la vente par l'État de cannabis aux consommateurs. Aujourd'hui, en tant que ministre, avez-vous changé d'avis
Et êtes-vous aux côtés de la police et de la justice pour lutter contre le trafic de drogue? Merci, Excellente question, il y a quelqu'un qui gueule ça à Dominique Tian sur sa question. Dominique Tian qui a fait un état des lieux de toutes les prises de position des responsables socialistes Merci, en faveur. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. En faveur de l'organisation. Ah, les députés qui sont pas contents du tout que ce soit Ségolène Neuville qui réponde. Ils auraient voulu que ce soit Bruno Le Roux, nouveau ministre de l'Intérieur. Nombreuses reprises à cette question. Je rappelle que le gouvernement est libre d'envoyer n'importe quel député pour répondre, n'importe quel ministre pour répondre à une question qui est posée au gouvernement. Et parfois ça fait gueuler. Et là apparemment Ségolène Neuville, c'est pas contre elle, mais en tout cas les députés auraient vraiment voulu que ce soit Bruno Le Roux qui réponde. Et désastreuse pour la santé, et en particulier pour la santé des jeunes. C'est quelque chose qui est clairement montré. Et la consommation de cannabis en France est interdite. Et jamais le gouvernement, depuis 2012, jamais ce gouvernement, ni le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ni le gouvernement de Manuel Valls n'ont eu l'intention de remettre en cause cette interdiction. Nous avons toujours été extrêmement clairs sur cette question, précisément parce que l'objectif, le seul objectif qui compte, c'est de réduire la consommation qui est beaucoup trop importante. Beaucoup trop importante puisqu'on estime qu'il y a 1,4 million d'usagers qui en consomment plusieurs fois dans le mois. Néanmoins, il y a une étude récente sur les jeunes et en particulier sur les lycéens qui montre que cette consommation diminue chez les lycéens en Europe et en France. Il y a une diminution de la consommation de cannabis chez les lycéens en France et en Europe, je savais pas. À 44% pour l'usage en cours dans l'année qui précède. Je veux terminer en vous disant que vous devriez aussi faire connaître beaucoup plus les 540 points d'accueil pour les jeunes qui luttent contre les addictions, le cannabis. Le Premier ministre décide qui doit répondre ou il s'arrange entre ministres à ce moment-là. C'est pas le Premier ministre qui s'occupe de ça, c'est le ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, qui s'occupe de ça. Merci, la parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui veut la peau de la ruralité? Telle est la question que se posent de nombreux élus locaux qui ont encore, pour quelques semaines, le droit à la parole dans cet hémicycle. Malgré les assises de diminution de la conso à cause des smartphones. Vous êtes malgré 3 comités interministériels en moins de 2 ans, malgré une centaine de mesures annoncées, force est de constater que le monde rural et votre gouvernement, ça fait vraiment 2. Dernier exemple en date, le plan Préfecture Nouvelle Génération. Un plan d'ores et déjà rejeté par plus de 60% des élus locaux, selon un récent rapport de la délégation sénatoriale aux collectivités. Dans ce plan, s'y trouve notamment une réforme de l'instruction et de la délivrance des cartes nationales d'identité. Si nous partageons l'objectif de sécurisation, la méthode est quant à elle très contestable. Car dans un mois, mes chers collègues, seules les communes dotées d'un dispositif de recueil sécurisé pourront continuer à traiter les demandes de cartes d'identité, soit, pour prendre l'exemple de mon département de la Somme, 16 communes compétentes sur les 779. Cela signifie, d'un côté, un afflux de demandes ingérables pour la poignée de communes équipées et de l'autre côté, la disparition d'un service de proximité dans les communes rurales. Les quelques euros proposés aux communes centralisatrices et les quelques points de recueil mobile ne compenseront pas ce nouvel abandon du monde rural. Même si Dalida est d'actualité cinématographique, nos communes se lassent d'entendre encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Stéphane Demilly qui cite Dalida dans l'hémicycle l'appel des élus locaux et mettez à plat ce plan. Pour regretter le fait qu'on n'entend que des mots, que des promesses envers la ruralité. Je précise qu'en parlant de ruralité, le député Stéphane Demilly s'y connaît un petit peu puisqu'il est membre, puisqu'il est élu de la Somme. Je crois. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est le fils d'un ancien sénateur et il a été maire d'Albert pendant 28 ans. Je pourrais rappeler ici les comités interministériels au nombre de 3 qui se sont réunis ces derniers Caramel, bonbons et chocolat, voilà, c'est exactement ça. L'implantation des services publics dans la ruralité, parce que pour cette majorité, la question des services publics et de la ruralité a toujours envoyé à Calettric, ouais. Et nous avons trouvé des campagnes bien dégarnies en 2012 quand il s'est agi d'agir et de mettre en œuvre des politiques publiques. Et là encore, ce fut le résultat d'une gestion qui était une gestion d'abandon pendant 10 ans des services publics dans la ruralité. Il suffit de remonter et de discuter avec les élus pour se rendre compte de cela. Vous m'interrogez sur une réforme qui vise à mettre en œuvre un plan de modernisation de notre action publique dans le réseau des préfectures et des sous-préfectures. Je vais vous donner un exemple, par exemple.
Depuis des années, les effectifs sous votre majorité diminuaient dans les préfectures et les sous-préfectures. C'est encore la même rengaine de la part du gouvernement. À l'époque où vous étiez au pouvoir, quand je dis vous, il parle de la droite. Quand vous étiez au pouvoir, vous supprimiez des postes et maintenant vous nous reprochez qu'il n'y en ait pas assez. En gros, je résume en une phrase le reproche qui est fait par Bruno Le Roux qui permet même dans les plus contre petits Stéphane Demilly d'envisager la présence des services publics. C'est une mutualisation des bâtiments qui permet de mettre ensemble les services de l'État pour qu'ils apportent le plus grand service à nos concitoyens. C'est des possibilités par le pyramidage à des fonctionnaires qui sont sur ces départements d'avoir une carrière qui va être une carrière bien plus allante, leur permettant d'évoluer dans la fonction. Sur PPNG et sur les cartes d'identité. La concertation a été menée avec l'Association des maires de France. Je suis prêt, bien entendu, à regarder dans les sites expérimentaux la façon dont cela s'est mis en œuvre. Mais ce dont il est question, c'est de la proximité, de la lutte contre la fraude documentaire et de faire en sorte que le service apporté soit de meilleure qualité à nos concitoyens. C'est l'objectif de la réforme. J'y serai hâtif. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, monsieur le président. C'est Julien Aubert. J'aime bien Julien Aubert, il pose des bonnes questions. Pardon, il est très lyrique dans ses questions. A cherché à rénover la protection de la vie privée et notamment du domicile en étendant le délai initial de 48 heures permettant aux forces de police de constater un flagrant délit de squat. Malgré cette avancée législative, le sentiment d'injustice pour les propriétaires lésés n'a pas diminué. En effet, le nombre de squats de logements se multiplie et dans certains de nos quartiers, un véritable système mafieux d'occupation de logements s'est mis en place qui rend la vie impossible pour les riverains. Pourquoi il y a des mois en gris dans la présence de l'hémicycle? Ils sont payés 10 mois sur 12, c'est pendant les vacances d'été. Non, il y a pas de ça marche pas comme ça, il n'y a pas de vacances d'été. C'est que la session parlementaire dure de septembre à juillet. Donc il y a des vacances parlementaires, ouais. Les riverains sont exaspérés et n'osent plus sortir. Ils subissent le trafic de stupéfiants, sans doute des lecteurs de l'appel de Marseille, des portes de hall fracturées, les tapages nocturnes et autres incivilités commises dans l'illégalité la plus totale. Le 11 décembre dernier, voilà même que 6 véhicules ont été volontairement incendiés sur le parking de la résidence. Le maire de Pertuis a d'ailleurs écrit au Premier ministre. Malgré l'intervention des forces de police et des procédures judiciaires en cours, les squatteurs continuent d'occuper illégalement des logements en exploitant... Voilà, Julien Aubert qui pose une question au gouvernement sur les squatteurs qui rendent la vie impossible selon lui aux propriétaires de logements. Je précise qu'il est député du Vaucluse, 3e vice-président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est énarque et magistrat à la Cour des comptes de profession. Il a été assistant parlementaire de Thierry Mariani, un autre député. Et c'est un jeune député, Julien Aubert, qui a fondé avec plusieurs de ses collègues un club des moins de 40 ans, enfin des députés de moins de 40 ans de droite qui s'appelle les Cadets Bourbons. Quand se termine cette session parlementaire pré-présidentielle, Alexis, elle se termine à la fin du mois de février. Monsieur le ministre, ne laissez pas les squatteurs squatter votre pouvoir de décision. Monsieur le ministre, ne laissez pas les squatteurs squatter votre pouvoir de décision. C'est la conclusion de la question de Julien Aubert sur les squatteurs. Oui, monsieur le député Julien Aubert. Et c'est à nouveau le ministre de l'Intérieur qui va lui répondre, Bruno Le Roux. Pas plus qu'ailleurs, de laisser ceux qui sont dans l'illégalité, notamment dans les occupations de locaux privés, pouvoir continuer à le faire. Je voudrais rendre hommage, Pertuis, aux 55 gendarmes de la compagnie, du groupe d'intervention, du PSIG, qui mène une politique résolue contre toutes les formes de délinquance, et celle-ci est une forme de délinquance. Elle ne peut se résoudre sans le concours de tous les acteurs locaux, et je pense en particulier aux élus locaux et aux bailleurs sociaux, dont je veux souligner la parfaite entente et la façon dont nous pouvons travailler ensemble aujourd'hui. Je le réaffirme devant vous, nous avons les moyens aujourd'hui de faire en sorte de faire cesser ces squats, même si les décisions, quelquefois, mais c'est le respect du droit, peuvent prendre trop de temps, je veux bien vous l'accorder. Je suis pour ma part totalement ouvert dans les textes qui pourront... Est-ce qu'il y aura un live dimanche pour la primaire de la gauche? Oui, Justine. Regardez les améliorations qui peuvent être apportées, mais je veux le dire ici, sur aucun point du territoire, au Pertuis, pas plus qu'ailleurs, les forces de sécurité n'ont la moindre démission par rapport à ce qui concerne la voie publique ou les voies de fait commises contre des particuliers. Et là, il s'agit de voies de fait commises contre des particuliers. Je remarque d'ailleurs que l'identification de ceux qui font aujourd'hui cela, et notamment de bandes organisées. Je n'irai pas plus loin pour ne rentrer dans ce que sont les enquêtes, mais les enquêtes sont faites avec minutie, avec précision, de telle façon que ces réseaux sont connus, et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils soient démantelés.
Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole est Voilà, le démantelage des squats. Merci, monsieur le président. Pour terminer cette réponse. À monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et c'est Philippe Baumel qui pose l'avant-dernière question. Des conflits, je pense bien sûr au conflit israélo-palestinien. Ah, c'est à nouveau une question, cette fois-ci du groupe majoritaire sur le conflit israélo-palestinien. Les esprits égarés. C'est là toute l'actualité et l'urgence qui fait, depuis plusieurs décennies, du Proche-Orient le lieu de crise, de guerre meurtrière et répétée. Mais ces tout derniers jours, de nouvelles tensions sont apparues. Le gouvernement français a pris dans ces circonstances une initiative diplomatique forte, rassemblant dimanche à Paris 70 pays pour travailler à la solution des deux États. Pourtant, sur cette très opportune conférence pour la paix, planait une interrogation, celle de la position de la nouvelle administration américaine. Tous les partenaires réunis se sont accordés pour une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. À rebours de cette position, le nouveau président américain Donald Trump s'est dit prêt en toute provocation et rupture à transférer l'ambassade américaine. Salut, c'est la première fois que j'arrive et que je vois un de tes lives. Salut Edo, bienvenue à toi. Cette annonce unilatérale, promesse de campagne certes, s'apparente en vérité à une provocation et risque fortement de compromettre le processus de paix dans lequel la France s'est constamment engagée ces dernières années, comme ces tout derniers jours. Dans ce contexte à la fois fragile et lourd du Proche-Orient, où la Syrie et l'Irak sont au cœur de nos préoccupations, notamment en liaison avec notre lutte contre le terrorisme, nous savons tous que la résolution du conflit est une impérieuse nécessité. Voilà, Philippe Baumel qui pose à son tour une question sur la conférence de paix au Proche-Orient qui s'est déroulée dimanche dernier à l'initiative de la France à Paris. Je précise que Philippe Baumel, il est député PS de la 3e circonscription de Saône-et-Loire. Il est proche d'Arnaud Montebourg et il est l'un de ses porte-parole dans le cadre de la primaire de la gauche. Merci, la parole est à monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères. Et c'est à nouveau Jean-Marc Ayrault qui va répondre à la même question sur le même sujet, en tout cas pas la même question mais sur le même sujet. S'il vous plaît. Vous avez rappelé la conférence de dimanche qui fait suite à l'initiative que nous avions prise déjà le 3 juin dernier. La France n'accepte pas le statu quo au Proche-Orient. Nous ne voulons pas nous résigner à cette situation qui crée la désespérance. Car ce qui peut créer l'espérance, c'est la reprise des négociations pour permettre enfin la création d'un État palestinien. Un État palestinien vivant en paix et en sécurité avec son voisin Israël. Je répète, j'ai déjà répondu à plusieurs questions, mais parce que c'est une conviction forte de la France et que c'est partagé par un nombre très important de pays. Vous le savez, aux Assemblées générales des Nations unies, à chaque fois une large majorité. Et dimanche dernier, 70 pays, l'ONU, l'Union européenne, la Ligue arabe. Toujours la même chose. Mais si rien ne se passe, alors la tentation de violence peut reprendre. Ouais, il y a pas mal de députés qui sont barrés de l'hémicycle. C'est parce qu'il est 16h, c'est l'heure des pépitos, ils sont partis goûter. Le président américain. Alors qu'on n'a pas encore fini toutes les questions, il en reste encore une ensuite. Il a effectivement évoqué dans sa campagne le transfert de la capitale, de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ah oui, c'est vrai, Donald Trump a annoncé que l'ambassade américaine allait déménager de Tel Aviv et aller à Jérusalem. International de dire que la question de Jérusalem doit être traitée dans le cadre de la négociation et qu'une solution soit trouvée pour que Jérusalem soit la capitale des deux États. Mais ce n'est pas la situation actuelle. Et donc toute initiative unilatérale serait douloureusement, vous avez évoqué le mot provocation, je l'ai moi-même employé. Je dis attention, prenons garde, rien ne doit être fait qui encourage la violence, mais tout doit être fait de toutes nos forces. Et c'est le sens de l'appel qui a été lancé pour que les négociations reprennent entre Israéliens et Palestiniens. Chacun est face à ses responsabilités. La France est au rendez-vous. C'est à Maud Olivier de prendre la parole. À Madame la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Le 17 janvier 1975, l'interruption volontaire de grossesse a été dépénalisée. 20 ans plus tard, bah voilà, on parle de l'IVG. Déclarait que l'avortement ne représente en France un enjeu politique. On voit hélas qu'elle se trompait. Pourtant, en 42 ans... Excusez-nous, on a un tout petit bug sur l'image au moment où Maud Olivier parle de l'IVG. Un droit fondamental à disposer de son corps. Il aura fallu le réaffirmer à travers une information et un accès facilité, la suppression du délai de réflexion et de la notion de détresse,
l'extension de l'offre de Petite soins. erreur de ma part, le porte-parole de Montebourg n'est pas Laurent Baumel, député d'Indre-et-Loire, mais Philippe Baumel. Ah non, c'est l'inverse. Ah, autant pour moi. Merci Big Buzz, excuse-moi, je me suis trompé, effectivement. Il y a deux Baumel de nom de famille, j'ai confondu. Philippe Baumel, le député qu'on a entendu tout à l'heure, n'est pas porte-parole d'Arnaud Montebourg. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup plus proche d'Arnaud Montebourg. C'est un homonyme. Le porte-parole d'Arnaud Montebourg, c'est Laurent Baumel. Rien à voir. De nouvelles attaques sous forme de pages de publicité dans de gros quotidiens nationaux ou d'affiches, dont on peut se demander d'où vient leur coûteux financement. Et quand certains candidats à l'élection présidentielle considèrent que l'avortement n'est pas un droit fondamental, nous avons au contraire, tout au long de ce quinquennat, clairement réaffirmé, et cela a été souligné par le Haut Conseil de l'égalité, que seul un engagement politique fort était la garantie d'un accès réel, libre et gratuit pour toutes les femmes. Ne pas le considérer comme un droit fondamental, c'est ouvrir la porte à de nombreux reculs pour les droits des femmes. Certains gouvernements... Voilà, Maud Olivier qui défend le droit des femmes à avoir accès à l'IVG, qui a expliqué qu'elle trouvait ça dommage qu'un candidat à la présidence de la République, François Fillon, dise que l'IVG n'est pas un droit fondamental. Maud Olivier, qui est ancienne maire des Ulis en Essonne et qui est députée depuis 2012 des Ulis. Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance. Et c'est Laurence Rossignol, la ministre des Familles, qui va répondre sur cette question de l'IVG. La très féministe ministre des Familles, Laurence Rossignol. C'est ce que nous faisons depuis 2012, en facilitant l'accès à l'IVG, en supprimant la condition de détresse, en supprimant également le délai de réflexion de 7 jours, en remboursant les soins connexes à l'accès à l'IVG et en défendant l'idée collective que l'IVG est un droit pour les femmes. Et c'est, je souhaite, ce que vous voterez la semaine prochaine à l'Assemblée nationale avec la proposition de loi sur le délit d'entrave à l'IVG, qui a aussi été adoptée d'ailleurs par le Sénat. Mais défendre l'IVG, c'est aussi être attentif et lucide sur les débats qui ont lieu actuellement. Le fait que la droite ait choisi de se doter d'un candidat qui déclare honte sa foi, ne pas pouvoir être favorable à l'IVG est un élément important. D'abord, on peut s'étonner qu'un candidat à la présidence de la République convoque aussi souvent sa foi pour justifier de ses choix politiques, comme il l'a fait plusieurs fois. On peut s'étonner aussi que ce même candidat ait recruté récemment un prêtre mormon, soi-disant pour s'occuper des questions de fiscalité, mais dont la première déclaration a été de dire qu'il pensait que l'IVG devait être réservée au cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie de la mère, et nous inquiéter effectivement de la recrudescence de l'activisme. Laurence Rossignol qui va dans le sens de la députée Maud Olivier, députée de la majorité, et Laurence Rossignol qui enfonce le clou sur la tête de François Fillon et qui lui reproche les prises de parti, notamment quand François Fillon, le candidat républicain à la présidentielle, a déclaré qu'il était chrétien et qu'il a mis en avant sa foi pour justifier ses choix politiques. Une question féministe, de nouveau présente dans les échéances de l'élection présidentielle. Il nous faut être vigilants, mobilisés et savoir que 42 ans après la loi de Simone Veil, que je salue à cet instant, nous devons encore défendre ce droit des femmes. Question au gouvernement est terminée, la séance est suspendue. La séance est suspendue, c'est la fin de cette séance de questions au gouvernement. On repasse en scène d'intro. Merci à toutes et à toutes de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. La vidéo de cette séance sera, le replay de cette émission d'Acropolis sera disponible sur la chaîne Acropolis Replay, à laquelle je vous invite à vous abonner évidemment. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne-là, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner aussi aux réseaux sociaux, le compte Facebook, le compte Twitter. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des émissions d'Acropolis. Pensez à télécharger aussi l'extension pour votre navigateur, l'extension qui vous prévient quand Acropolis est en live. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pensez à aller faire un tour sur la boutique pour aller voir les sweatshirts et les t-shirts et les mugs évidemment. On se retrouve ce soir à 20 h pour l'émission Acropolir présentée par Yann. C'est une émission pendant laquelle on discute de lecture, de littérature en lien avec les sujets citoyens et politiques. Donc soyez au rendez-vous tout à l'heure à 20 h sur Acropolis. Je crois que j'ai rien oublié, il me reste plus qu'à remercier une nouvelle fois Sylvain, Jennifer, Amy et Baptiste qui ont préparé cette émission. Et rendez-vous ce soir à 20 h pour Acropolir. A tout à l'heure, ciao, bye. Tu coupes? Ah merde, ça a bugué. Bah il y a un plantage, du coup il veut pas quitter. Bah on est obligé de rester à l'antenne alors. C'est terrible hein. Ah là 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 là. Non mais normalement il a quitté là, non?
Ah le malaise, gros malaise, hein. Gros malaise sur le chat. On n'arrive pas à quitter le live. Ah bon écoute, moi c'est pas un problème, on reste à l'antenne. Hein. J'ai juste à avoir du café. Sérieux, il veut vraiment pas? Plus rien ne répond. C'est génial, ça m'est jamais arrivé. Remarque, je préfère que ça arrive dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Hein. Et sinon la vie ça va? Ouais ça va, et toi Jonathan? Gros moment de solitude. On reste aussi alors. Mais non, mais attends, mais on va l'arrêter cette émission. Non, on va faire un hard reset, un contrôle al supre. Mais du coup, je vous préviens sur le chat, hein, ça va couper d'un coup. Hein. Attention, monsieur le rabbin, ça va couper.